Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Le conseiller Hazem Badawi, président de l'autorité nationale des élections, annonce la liste définitive des candidats aux élections sénatoriales de 2025 ainsi que leurs symboles électoraux. Le gouvernement syrien et Israël s'accordent sur un cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis, mais des affrontements posent toujours des combattants tribaux et druzes à l'entrée des Soudaïs. Le ministère palestinien des Affaires étrangères condamne les crimes de l'occupation de meurtres de masse et le ciblage des centres de distribution d'aide dans la bande de Gaza. Le conseiller Hazem Badawi, président de l'autorité nationale des élections, a annoncé vendredi la liste définitive des candidats aux élections sénatoriales de 2025 ainsi que leurs symboles électoraux. Cette annonce fait suite à l'examen par le tribunal administratif des recours déposés contre eux. Le nombre de candidats en lice pour les sièges s'élève à 428, dont 186 candidats indépendants et 242 candidats de partis politiques, ainsi qu'une liste dans chacune des circonscriptions désignées selon le système de liste, appelé liste nationale pour l'Égypte. La période de campagne électorale a débuté vendredi et durera 14 jours. La période de silence électoral se termine le 31 juillet. Les élections pour les Égyptiens à l'étranger débuteront les 1er et 2 août et se tiendront dans le pays les 4 et 5 août. Les résultats définitifs seront annoncés le 4 septembre. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, poursuit ses contacts intensifs visant à réduire l'escalade dans la région. Des entretiens téléphoniques ont eu lieu entre Abdelati et le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ainsi que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, Raphaël Grossi. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères a déclaré que ces échanges ont porté sur les efforts déployés pour instaurer une désescalade durable dans la région, consolider le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, prévenir toute reprise des hostilités et faire progresser la voie politique et pacifique. Il a ajouté qu'un échange de vues a eu lieu concernant les moyens de relancer les négociations entre l'Iran et l'AIEA et les pays de l'E3 au sujet du programme nucléaire iranien dans le but de rétablir le processus diplomatique et de répondre aux préoccupations liées à ce programme. Par ailleurs, Dr Abdelati a évoqué avec le directeur général de l'AIEA le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'agence dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Passons en Syrie, où le gouvernement syrien et Israël se sont accordés vendredi soir sur un cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis, mais des affrontements posent toujours des combattants tribaux et druzes à l'entrée de Souaïda, dans le sud de la Syrie, où des violences ont déjà fait des centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés depuis près d'une semaine. Plus de détails dans ce commentaire. Toujours en Syrie, où le gouvernement syrien doit empêcher les persécutions religieuses ou ethniques s'il veut bénéficier du soutien de l'Allemagne. C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères, Johan Wadfoul, après que les forces syriennes ont été accusées d'exactions contre la communauté druze. Toute la situation là-bas nous préoccupe profondément. Ce gouvernement de transition syrien n'aura notre soutien que s'il s'engage pour un processus inclusif en Syrie, s'il protège les personnes et s'il ne permet pas que des individus soient
persécutés en raison de leur appartenance religieuse particulière ou ethnique, ou pire encore tués. C'est la responsabilité du Front central, il doit l'assumer. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue français Jean-Noël Barrot. Passons au territoire occupé où le mouvement palestinien Hamas a accusé hier Israël de bloquer les négociations en cours de vue d'un accord sur un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza. Le mouvement a affirmé que le Hamas avait toujours proposé un accord global permettant le retour de tous les otages en une seule fois. Mais Israël a rejeté cette proposition en appelant Israël à reconsidérer sa position. Selon Hamas, si Israël persiste dans son obstination lors de ce cycle de négociations, le mouvement ne pourra garantir un retour aux propositions d'accord partiel, y compris l'offre d'échange de 10 otages. La défense du ministre palestinien des Affaires étrangères a condamné les crimes de l'occupation, de meurtre de masse et le ciblage des centres de distribution d'aide dans la bande de Gaza. Le ministère a considéré que ce crime constitue un nouvel épisode dans la série des assassinats délibérés visant plus de 2 millions de citoyens dans la bande sous différentes formes, notamment les bombardements, la famine, le soif ainsi que la privation de soins médicaux et de médicaments dans le but de leur imposer un déplacement forcé. Passons en Europe, où la ville d'Odessa, située dans le sud de l'Ukraine, a été la cible dans la nuit de vendredi à samedi d'une attaque massive de drones dans laquelle une personne a été tuée, selon son maire. Moscou annonçant l'interception de 87 drones ukrainiens. Plus de détails dans ce commentaire. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et le gouvernement de la République démocratique du Congo, ont signé samedi un accord de cessez-le-feu au Qatar après 3 mois de discussions dans l'Émirat du Golfe. La déclaration énonce l'engagement d'entamer prochainement des négociations formelles en vue d'un accord de paix global. Elle prévoit également une feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans l'est de la RDC une fois un accord de paix signé. Et en ce qui concerne la rubrique économie, une juge fédérale a suspendu l'application du décret exécutif émis par le président américain Donald Trump visant les personnes travaillant pour la Cour pénale internationale. Ce jugement fait suite à une plainte déposée en avril dernier par des défenseurs des droits de l'homme contestant le décret de Trump qui autorise l'imposition de sanctions économiques et de restrictions de voyage étendue contre des personnes impliquées dans les enquêtes de la Cour pénale internationale concernant des citoyens américains ou des alliés des États-Unis comme Israël. Parlant météo, au moins une personne a été tuée et 3 autres portées disparues samedi en Corée du Sud à la suite d'un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles. La région de Sancheonyong, et qui compte environ 34 000 habitants, a émis samedi à midi une alerte d'évacuation à destination de tous les habitants, les priant d'évacuer immédiatement vers une zone sûre. Le ministère a indiqué samedi qu'au cours des 4 derniers jours, au moins 4 personnes avaient perdu la vie et plus de 7 000 avaient dû évacuer leur domicile. La Corée du Sud est régulièrement touchée par des inondations pendant la mousson estivale, mais elle est généralement bien préparée et le nombre de victimes est habituellement relativement faible.
Au Pakistan, plus de 50 personnes sont mortes en 24 heures dans des pluies torrentielles qui frappent le pays, portant à quelques 180 le nombre de victimes depuis le début de la mousson estivale fin juin. C'est ce qu'ont annoncé les autorités, appelant les résidents de plusieurs zones inondables à évacuer. Plus de détails dans un commentaire. Ces dernières 24 heures, 54 personnes sont mortes et 227 ont été blessées dans des pluies torrentielles à travers le Pakistan, et la province du Pendjab compte le plus de victimes. C'est ce qu'a déclaré l'autorité de gestion des catastrophes. Au total, d'après l'autorité fédérale, environ 180 personnes, dont 70 enfants, sont mortes et 500 blessés depuis le début de la mousson estivale, fin juin. La plupart des victimes ont péri dans l'effondrement du toit ou d'un mur de leur maison, emportés par des crues soudaines ou électrocutées. Après la crue d'une rivière traversant la ville de Rawalpindi, à environ 20 km de la capitale Islamabad, des habitants ont reçu l'ordre d'évacuer leur logement et les secouristes se tiennent prêts, a indiqué une porte-parole de l'autorité de gestion des catastrophes. Les autorités de cette ville ont aussi déclaré jeudi jour férié pour inciter les habitants à rester chez eux. Le service national de météorologie prévient que les risques de pluie abondante et donc possiblement de crues subites restent élevés dans les prochaines 24 heures. Le Pakistan est l'un des pays du monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique, et ses 255 millions d'habitants subissent des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquemment. Fin du journal, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.